Mon frère m'a frappé, disant, une nulle comme toi n'a pas sa place dans ma vie. 9 ans plus tard, il a débarqué à ma villa avec ses valises. Il pensait que j'allais oublier, mais ce que je lui ai préparé. Bonjour à tous, je m'appelle Camille. Il y a 9 ans, mon propre frère m'a giflé en plein visage, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, une nulle comme toi n'a pas sa place dans ma vie. Il s'est détourné avec la femme qui avait tout empoisonné entre nous. Pas d'appel, pas d'anniversaire, juste le silence. Avance rapide, je suis parti de rien, je suis devenu PDG, j'ai acheté une villa avec vue sur la mer. Et devinez qui s'est pointé un matin, souriant, les valises à la main? Il pensait que j'allais oublier. Il pensait que j'allais céder. Mais ce que je leur avais préparé, ils ne l'ont jamais vu venir. Avant que je vous raconte tout en détail, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. L'air sentait le charbon de bois, la bière et beaucoup trop de politesse forcée. C'était un dimanche soir chaud à Lyon, dans le jardin de la maison de mes parents où mon frère Bastien organisait un barbecue. Il y avait les suspects habituels, les cousins qui prenaient des nouvelles, les oncles déjà un peu ivres, et quelqu'un qui faisait brûler les merguez en prétendant savoir ce qu'il faisait. Je me tenais à l'écart, un gobelet en plastique à la main, hochant la tête, souriant, faisant semblant. Je ne voulais pas être là, mais je revenais chaque année, espérant que cette fois serait différente, qu'ils arrêteraient peut-être de me traiter comme si j'étais juste un reste, un surplus. Ma belle-sœur, Solange, portait son sourire habituel, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle flottait d'un groupe à l'autre, tout en elle criait, « C'est moi qui dirige cette famille. » Et le plus triste, c'est qu'elle n'avait pas tort. « Camille, ma chérie, » dit-elle un peu trop fort, posant sa main manucurée sur mon épaule comme si elle faisait une œuvre de charité. Toujours entre deux contrats, hein? Ça doit être agréable, tout ce temps libre. La remarque a fait plus mal qu'une gifle. Quelques personnes à proximité ont gloussé. Des rires discrets, nerveux, mais suffisants pour que ça pique. Bastien n'a pas dit un mot. Il a juste pris une autre gorgée de sa bière, les yeux fixés sur la pelouse comme si elle lui devait quelque chose. En fait, je suis freelance maintenant, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. C'est flexible. Ça paie bien. Solange a penché la tête. Flexible, c'est une jolie façon de dire que tu vis du travail des autres, tu ne trouves pas? Quelque chose en moi s'est fissuré, juste un peu, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Bastien a finalement parlé. Elle a raison, Camille. Tu es toujours là quand il y a de la nourriture gratuite et de la bonne compagnie, mais le reste de l'année, tu nous ignores. M'ignorer. C'était moi qui appelais. Moi qui étais venu aider papa à réparer la terrasse. Moi qui avais prêté de l'argent à Bastien quand lui et Solange étaient sous l'eau avec leur prêt immobilier. J'ai dégluti difficilement. Je n'ai jamais rien demandé, ai-je dit. Oh, allez, a renchéri Solange. C'est tellement une attitude de martyr. Assume-le. Tu dérives. Tu arrives les mains vides. Tu as 37 ans et tu te cherches encore. La famille en a marre. La famille. Comme si je n'en faisais pas partie. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a pris ma défense. Ni ma tante Marie, que j'avais conduite à l'hôpital à 2 heures de route. Ni mon oncle Pierre, dont j'avais réparé l'ordinateur l'été dernier. Ils fixaient tous le fond de leur verre. Et puis j'ai vu ma mère, assise tranquillement sur le porche, tenant quelque chose de petit dans sa main. Elle a croisé mon regard, puis a détourné les yeux. Son expression était illisible. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis retournée vers Solange, prête à dire quelque chose, n'importe quoi. Mais Bastien s'est interposé. Ses yeux étaient vitreux, sa voix trop forte. « Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas ?» a-t-il craché. « Mais tu n'es rien, Camille. Tu n'as jamais été rien. » Le silence était épais. « C'est vraiment ce que tu penses de moi ?» ai-je demandé, ma voix se brisant malgré moi. Bastien s'est approché. « Une nulle comme toi n'a pas sa place dans ma vie. » Et puis il a levé la main. La gifle a été dure et rapide. Mon gobelet a volé. J'ai senti mes genoux fléchir. Personne n'a bougé. Pendant une seconde,
tout ce que j'entendais, c'était le bourdonnement des cigales et mon propre cœur qui battait comme un tambour de guerre. J'ai revu ma mère, toujours sur le porche, immobile. Mais dans sa main se trouvait l'objet que j'avais vu plus tôt, une montre à gousset, celle de papa, fissurée. Elle s'est levée, s'est approchée de moi, et sans un mot, l'a placée dans ma paume, puis m'a tourné le dos. Ce n'était pas un geste d'amour. C'était un point final. Je suis partie cette nuit-là, le cœur en miettes, sans savoir que ce n'était que le début de leur acharnement. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai marché droit vers ma voiture, le goût du sang dans la bouche et le silence derrière moi. Personne n'a couru après moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma Twingo sur le parking d'une pharmacie ouverte 24h24, garée sous un néon vacillant qui grésillait comme un mauvais souvenir. J'ai fixé le pare-brise jusqu'à ce que le matin arrive et que la douleur froide dans ma poitrine commence à sembler permanente. 3 semaines plus tard, j'ai fait 2 sacs de sport et j'ai quitté Lyon pour de bon. L'île n'était pas un plan. C'était juste le premier endroit où j'ai trouvé un loyer pas cher et une annonce sur le Bon Coin qui cherchait de l'aide dans un entrepôt. J'ai accepté. Je dormais sur un matelas par terre dans un studio si petit que je devais déplacer la poubelle pour ouvrir le frigo. Personne ne me connaissait là-bas. Et c'était le but. Pendant les 2 premières années, je n'ai pas parlé de ma famille. Pas une seule fois. Ni à mes collègues, ni à la voisine qui me demandait toujours si j'allais bien. J'ai gardé la tête baissée, j'ai pris toutes les heures supplémentaires qu'on voulait bien me donner, et j'ai essayé de ne pas penser aux anniversaires, au repas de Noël ou aux lumières de la fête des Lumières à Lyon. Mais on ne peut enterrer les choses que jusqu'à une certaine profondeur. La 3e année, j'ai fini aux urgences le jour de mon anniversaire. Je m'étais évanouie à cause de la déshydratation, un coup de chaud après avoir chargé des camions tout l'après-midi en plein soleil. Quand j'ai repris connaissance, l'infirmière m'a demandé si quelqu'un venait me chercher. J'ai dit non. Je lui ai dit que j'appellerais quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait. Je suis rentrée à pied de cet hôpital avec une ordonnance dans une poche et une recommandation pour voir un psychologue dans l'autre. Je n'ai jamais utilisé ni l'une ni l'autre. Je n'étais pas encore en colère, juste vide. Ça, c'est venu plus tard. La 5e année, le silence n'était plus seulement douloureux. Il a commencé à se sentir personnel. Bastien n'a jamais cherché à me joindre. Pas même après que j'ai déménagé. Pas même après que j'ai posté une fois sur Facebook que j'étais à l'hôpital. Juste un « like » de quelqu'un que je ne connaissais même pas. C'est là que j'ai écrit la lettre. Je n'ai pas écrit pour me disputer. Je n'ai pas écrit pour ressasser cette nuit-là. J'ai juste dit qu'il me manquait. J'ai dit que j'espérais qu'on pourrait parler. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas face à face. Juste quelque chose. Je l'ai posté à son adresse à Lyon. Pas d'adresse de retour, juste son nom. Il m'a fallu 3 semaines pour avoir une réponse. Mais ce n'était pas l'écriture de Bastien sur l'enveloppe. C'était celle de Solange. À l'intérieur, une lettre tapée à l'ordinateur, froide, précise, clinique. Elle commençait par « Camille, ton incapacité à assumer la responsabilité de la douleur que tu as causée à cette famille est épuisante. » Elle parlait de mon schéma de victimisation. Comment je drainais les gens émotionnellement. Comment Bastien avait avancé dans sa vie. Il y avait une ligne dont je me souviens mot pour mot, tu n'as jamais été rejeté. Tu n'as simplement pas supporté les conséquences de ton propre égoïsme. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. En bas, aucune signature de Bastien. Juste la sienne. Elle avait intercepté ma lettre. Il ne l'avait jamais vue. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais crier dans le vide pour toujours. Personne ne viendrait me sortir de là. J'ai fixé cette lettre pendant des heures, la façon dont elle présentait tout comme si j'étais un parasite qui avait finalement été enlevé. J'ai essayé de me dire qu'elle le protégeait peut-être, que peut-être il ne se souciait vraiment pas assez pour demander. Mais au fond, je savais. Ce soir-là, j'ai déchiré sa lettre et j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable. Mon ancienne vie était terminée. Une nouvelle commençait. Je ne l'ai pas annoncé, vous savez. Je n'ai pas posté de citation sur les réseaux sociaux ou acheté un carnet avec le mot « ambition » sur la couverture. Je me suis juste mise au travail.
Le lendemain du jour où j'ai déchiré la lettre de Solange, j'ai ouvert un vieil ordinateur portable que quelqu'un m'avait donné pour 20 €. Il soufflait plus fort que la climatisation de mon appartement, mais il s'allumait. C'était suffisant. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube sur le développement web, JavaScript, Python, tout ce qui semblait assez compliqué pour effrayer la plupart des gens. Puis j'ai recommencé depuis le début, encore et encore. J'ai échoué à tous les exercices au début. Je n'arrivais pas à faire à un bouton ce qu'il était censé faire. Je ne comprenais pas comment fonctionnaient les boucles. Mais la frustration, c'était mieux que le silence. Je chargeais des camions à l'entrepôt jusqu'à 3 heures du matin, puis je dormais quelques heures, je me réveillais et je retournais directement à l'écran. Je n'avais pas de petit ami, pas de projet pour le week-end, pas de distraction, juste cette voix dans ma tête, la sienne, qui disait « Tu ne construiras jamais rien par toi-même ». Cette voix me suivait comme une ombre. Chaque fois que je voulais abandonner, je l'entendais. Quand j'ai finalement réussi à faire fonctionner mon premier programme Hello World, j'ai murmuré « Prends ça, Solange ». Après 2 ans, j'avais construit quelque chose de décent. Une application simple pour planifier les tournées d'inventaire, destinée aux petits entrepôts comme celui où je travaillais. Je l'ai montré à mon chef. Il a cligné des yeux devant l'écran, s'est gratté la barbe, puis a dit « C'est toi qui as fait ça toute seule ». Ce mot, seul. J'ai hoché la tête. Une semaine plus tard, son beau-frère, un type dans l'informatique, l'a envoyé à une ESN, entreprise de services du numérique, en ville qui faisait des logiciels de logistique. Ils ont demandé à me rencontrer. Je suis arrivée dans un blazer de friperie, nerveuse et transpirant à travers mon t-shirt. Le type qui me faisait passer l'entretien avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Il a parcouru ma démo en silence, puis m'a regardé et a dit « C'est brut, mais c'est authentique. On peut travailler avec ça. » C'était la première fois dans ma vie d'adulte que quelqu'un en dehors d'une caissière de supermarché me qualifiait de « précieuse ». Ils m'ont embauché au niveau junior. Salaire de base, mais je m'en fichais. Je me souviens être assise dans ma vieille voiture sur leur parking, agrippant le volant à 2 mains, murmurant « Tu l'as fait, ma grande. Tu l'as fait. » 6 mois plus tard, ils m'ont passé à temps plein. J'ai arrêté de charger des camions. J'ai acheté un vrai bureau. J'ai remboursé mon dernier crédit à la consommation. Je n'ai toujours pas appelé mon frère. Le succès ne comble pas le vide. Il change juste sa forme. Après avoir reçu une lettre aussi cruelle, remplie de mensonges et de haine, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous essayé de vous justifier, de vous battre, ou auriez-vous fait comme moi, en utilisant cette injustice comme carburant? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Le printemps suivant, mon entreprise m'a envoyé à un salon technologique à Paris. J'ai failli ne pas y aller. Je n'avais pas une seule chemise qui n'ait pas de taches, mais mon manager a dit, c'est une bonne visibilité. Serre des mains. Mange la nourriture gratuite. Alors, j'y suis allée. Et c'est là que tout a commencé à basculer de manière spectaculaire. Marcher dans les allées du salon, c'était comme entrer sur une autre planète. Des stands polis, des gens avec des titres fantaisistes, de jeunes PDG distribuant des cartes de visite comme des bonbons. Et puis, sorti de nulle part, quelqu'un a appelé mon nom. Camille? Je me suis retournée, m'attendant à moitié à ce que ce soit une erreur. Ce n'était pas le cas. C'était Léo Martin. Nous étions allés à l'université ensemble. Il s'asseyait derrière moi en salle informatique, me demandant toujours de réparer son login. Je ne l'avais pas vu depuis près de 15 ans. Léo, ai-je dit en clignant des yeux. Mec, regarde-toi. Il a souri. Regarde-toi. Je ne pensais pas te voir dans un endroit comme celui-ci. Nous avons fini par prendre un café dans un coin du lieu, loin du bruit. Il s'est avéré que Léo s'était lancé dans le capital risque. Il avait cofondé quelques startups et cherchait des talents pour un nouveau projet axé sur l'IA. Nous avons parlé pendant 1 heure. Je lui ai parlé un peu de mon application, de l'ESN. Pas tout, juste assez. Puis il s'est penché et a dit, tu sais, à la fac, j'ai toujours pensé que tu étais trop intelligente pour être coincée dans cette ville. J'ai souri, mais je n'ai rien dit. Puis il a ajouté,
nous construisons quelque chose. C'est à un stade précoce. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend le code, mais qui comprend aussi la douleur, les vraies choses de la vie, pas seulement les algorithmes. Ça m'a fait redresser. Écoute, a-t-il dit, j'ai des diplômés de HEC qui font la queue pour ça, mais aucun d'eux n'a jamais été giflé par sa propre famille, n'a jamais dormi dans sa voiture. Toi, si. Ça veut dire que tu penseras différemment. Ça m'a frappé plus fort que n'importe quelle offre d'emploi. Pourtant, j'ai hésité. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, je me suis assise dans le noir et j'ai pensé à tout ce que j'avais traversé. À Lyon, à Bastien, à la gifle, à Solange et sa lettre froide. Tu ne construiras jamais rien par toi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé un écran vide. Et puis j'ai commencé à taper un plan. Léo n'est pas devenu mon patron. Il est devenu mon mentor. Il a vu en moi non pas une victime, mais une survivante. Il a investi dans mon projet, mais plus important encore, il a investi en moi. Il m'a appris les règles du jeu, comment naviguer dans ce monde d'hommes en costume qui ne voyaient en moi qu'une développeuse provinciale. Il m'a appris à transformer mes cicatrices en armure. Il m'a présenté à son réseau, m'a appris à pitcher mon idée non pas comme un produit, mais comme une révolution. Il disait toujours, les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Et ton « pourquoi » est plus puissant que n'importe quel autre. Pendant 4 ans, nous avons travaillé sans relâche. Nous avons affiné l'application, l'avons fait passer d'un simple outil d'inventaire à une plateforme logistique complète basée sur l'IA, capable de prédire les ruptures de stock et d'optimiser les chaînes d'approvisionnement. Nous avons levé des fonds, embauché une équipe, et notre petite start-up est devenue une entreprise qui comptait. Ce que nous avons construit a dépassé toutes mes espérances. Et c'est là que, 9 ans après ma chute, le passé est revenu frapper à ma porte. Notre entreprise a explosé. Je suis devenu PDG. Je me suis offert une villa sur la Côte d'Azur, près de Nice. Une de ces maisons modernes avec des baies vitrées qui donnent l'impression de flotter au-dessus de la Méditerranée. Comptoir en marbre, lumière intelligente, tout ce que je pensais n'existait que dans les magazines. Et pourtant, la plupart des soirs, je cuisinais de la même façon. Des œufs et du pain grillé, mangés debout près de la cuisinière comme avant, quand on me coupait l'électricité. L'argent ne m'avait pas changé. Mais le silence m'avait rendu plus affûté. Un jour, une interview que j'avais donnée pour un podcast est devenue virale. Pas pour des raisons techniques. La journaliste m'avait demandé, avez-vous déjà souhaité que votre famille soit plus impliquée dans votre ascension? J'ai hésité, puis les mots sont sortis tout seuls. Parfois, la famille n'est pas celle qui vous a élevé, mais celle qui vous a respecté. Cette phrase a été découpée, partagée, transformée en mème. Quelqu'un m'a même envoyé une capture d'écran d'un mug qui disait « Le respect est plus épais que le sang ». Camille Tirel. C'était surréaliste. Et puis c'est arrivé. Un mardi soir, tard. Je venais de finir de relire les mises à jour de l'équipe produit. Je me suis versé un verre d'eau. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. J'allais l'ignorer jusqu'à ce que je voie le message. Ton frère ne va pas bien ces derniers temps. Pas de salutation, pas de nom, pas de contexte. Juste ça. J'ai fixé le message, mon pouce en suspens. 9 ans. Pas un appel, pas une carte. Pas même un « Comment vas-tu ?» Et maintenant ça. J'ai vérifié le numéro. Indicatif hors de ma région, non enregistré. Mais je connaissais cette façon de taper, cette formulation formelle et coupée, cette froide chaleur. C'était ma mère. Je me suis assise, le cœur non pas battant, mais sombrant comme une pierre dans l'eau profonde. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre table, je suis sortie sur la terrasse, j'ai laissé la brise me frapper un peu le visage. Je ne savais pas si le message était de l'inquiétude, de la culpabilité ou un appât. Qu'est-ce qu'il voulait? 3 jours plus tard, on a sonné à mon portail. J'étais dans la cuisine en train de me faire un café. Je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Bastien et Solange. Debout comme s'ils étaient à leur place.
Il a souri comme si nous nous étions vus le week-end dernier. Petite sœur, a-t-il dit, les bras ouverts comme pour une blague. Tu ne vas pas me laisser en plan? Je n'ai pas bougé. Solange s'est avancée devant lui, les yeux brillants, impeccables. Même teinte de rouge à lèvres dont je me souvenais il y a 9 ans. Camille, waouh, tu as vraiment fait quelque chose de toi. Cet endroit est magnifique. Je suis restée silencieuse, laissant le silence s'étirer entre nous comme du fil de fer barbelé. Ils attendaient une invitation à entrer. Je n'en ai pas donné. Bastien, toujours l'acteur, a juste gloussé et est passé à côté de moi comme s'il était chez lui. Leur présence dans ma maison était surréaliste. Je leur ai dit que j'avais besoin de réfléchir, mais je savais déjà que j'étais face à un choix impossible. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention de me laisser le choix. Je leur ai dit que je réfléchirais, mais je connaissais déjà ma réponse. Cette nuit-là, je me suis assise sur la terrasse avec un verre et les vagues, ma vraie famille ces jours-ci, et j'ai laissé la brise fraîche me rappeler que j'avais construit tout ça, brique par brique, seule. Je ne devais rien à personne. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais le lendemain matin, juste après 10 heures, j'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver une montagne de carton. Et juste derrière, Bastien et Solange, souriant comme s'ils étaient en avance à une fête à laquelle je ne les avais jamais invités. « J'espère que ça ne te dérange pas », a dit Bastien, en transportant un sac par-dessus son épaule. On s'est dit que ce serait plus simple de s'installer directement. Tu as dit que tu y réfléchissais, alors? Solange a soulevé un appareil de taille moyenne enveloppé dans des serviettes. Où est-ce que tu veux que je mette la friteuse à air? Je n'ai pas parlé. Pas tout de suite, parce que j'avais besoin du silence pour retenir ce qui montait en moi. Mais ils ont pris ce silence pour une permission, comme ils l'avaient toujours fait. Bastien est passé à côté de moi avec un grognement, laissant tomber son sac de sport juste à l'intérieur de la porte. Solange a suivi, posant la friteuse sur le comptoir de ma cuisine comme si elle y appartenait. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle comme un agent immobilier. Cet espace te ressemble vraiment. Minimaliste, net, très propre. Je suis restée sur le seuil, la main toujours sur la poignée de la porte, et pendant une seconde stupide, j'ai pensé que tout cela était peut-être un test, qu'ils allaient se retourner, rire, dire « on plaisante » et partir. Mais au lieu de cela, Solange a ouvert une boîte, en a sorti un coussin et a demandé « quelle chambre a la meilleure lumière du matin ?» Bastien a des migraines. L'après-midi, il s'était réparti dans 2 chambres d'amis. Son maquillage sur le lavabo, ses chaussettes dans le panier à linge. Ma maison devenait lentement non la mienne. C'était comme regarder de la moisissure se développer. Il touchait à des choses qu'il n'avait pas le droit de toucher, réglait le thermostat, réarrangeait les plaids, laissait des sacs de courses sur l'îlot sans demander. Et puis, pendant le déjeuner, Solange a regardé mon shake protéiné et a dit, toujours dans ta phase, carburant propre, hein? Tu sais, un vrai repas ne te tuerait pas, Bastien a ri comme si elle était hilarante. Ce soir-là, j'ai mangé seule sur la terrasse. Je n'avais pas besoin de compagnie. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, car rien de tout cela ne ressemblait à une coïncidence. Ils ne faisaient pas une simple halte. Ils emménageaient. Le lendemain soir, alors que je finalisais une présentation cruciale pour des investisseurs de Singapour, je me suis enfermée dans mon bureau. J'avais besoin de calme, de concentration. Vers 23 heures, alors que j'étais en pleine visioconférence, la connexion Internet s'est coupée. Net. J'ai d'abord pensé à une panne de secteur. Mais quand j'ai vérifié, tout le reste fonctionnait. Je suis sortie de mon bureau et j'ai trouvé Solange dans le couloir, l'air faussement innocente. Oh, Camille, désolée, je cherchais la salle de bain dans le noir et j'ai dû heurter la box Internet. Tout s'est éteint. C'est réparé maintenant. Elle a souri. J'ai regardé la box. Le câble d'alimentation était à moitié débranché. Un geste si simple, si facile à nier. J'ai dû m'excuser platement auprès des investisseurs, reprogrammer l'appel pour le lendemain matin très tôt, et passer la nuit à finaliser mon travail dans un état de stress intense. Ce n'était pas un accident. C'était un avertissement. C'était un acte de sabotage. Je sais ce que vous pensez, mais elle est dehors. Croyez-moi,
J'y ai pensé. Mais je devais le faire intelligemment. Ils étaient venus pour une bataille, et j'allais leur donner une guerre. Ne partez pas, car la riposte que je leur ai préparée est bien plus calculée qu'une simple dispute. Le lendemain, je ne leur ai rien dit à propos de l'incident de la box Internet. J'ai agi comme si de rien n'était, j'ai fait mon appel avec les investisseurs, j'ai souri poliment quand je les ai croisés. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. Grosse erreur. Pendant qu'ils étaient sortis faire des courses, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai tout expliqué. Il n'a pas été surpris. Il m'a dit, quand les gens sont désespérés, ils deviennent dangereux. Il faut poser un cadre légal. Immédiatement. Le jour suivant, je les ai attendus à l'îlot de la cuisine. Ils sont arrivés vers midi, Bastien en bâillant, Solange sur son téléphone. Bonjour, a-t-elle dit comme si nous étions colocataires, comme si le passé n'était jamais arrivé. J'ai fait glisser les documents sur le comptoir, sans dire un mot. Bastien a haussé un sourcil, en a pris un. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il demandé, essayant de rire, mais il y avait une lueur derrière sa voix, comme s'il savait déjà. J'ai gardé mon ton plat. Vous êtes mes invités. Ceci définit ce que cela signifie. Solange a levé les yeux. Son sourire a vacillé. Bastien a parcouru la première page. Frangine, allez. Sérieusement, des papiers légaux? Je n'ai pas répondu. J'ai juste croisé son regard. J'ai attendu. Il a tourné à la deuxième page. Tu as demandé à un avocat d'écrire ça? Oui. Solange a fait le tour de l'îlot, a pris le deuxième exemplaire. Son silence a duré un temps de trop. Aucune modification de la propriété. Pas d'invité sans permission. Les espaces partagés restent sous la discrétion du propriétaire. Elle lisait comme si elle goûtait quelque chose d'acide. Séjour maximum de 30 jours. Elle l'a posé brutalement. Waouh, a-t-elle marmonné. Tu penses vraiment que ça fait de toi quoi? Meilleur que nous? Non, ai-je dit. Ça me rend clair. Bastien a secoué la tête en se moquant. C'est froid, ça, Frangine. Je l'ai regardé. J'ai laissé le silence s'étirer. Il ne s'agit pas d'être froid, ai-je dit. Il s'agit de respect. Solange s'est penchée, les bras croisés. Sa voix était plus aiguë maintenant. Tu sais, tu te promènes ici comme une reine qui s'est faite toute seule, mais tu ne te souviens même pas qui te nourrissait quand tu avais 15 ans, qui payait ton ticket de bus quand tu étais fauché. Je me souviens de tout, ai-je dit. C'est pourquoi ce n'est pas une faveur. C'est une limite. Bastien a essayé de désamorcer la situation. On est de la famille. Les familles ne font pas ce genre de choses. Les familles ne s'installent pas chez toi sans demander. Il n'a pas eu de répartie. Mais Solange, elle a craqué. Tu te crois au-dessus de nous maintenant, a-t-elle sifflé. Tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour cette famille. Bastien a tourné la tête rapidement. Solange, non. Elle était déjà partie. Non, a-t-elle aboyé. Il veut la vérité. Donnons-la lui. Puis sa voix s'est brisée, aussi tranchante que du verre brisé sur du carrelage. Il a perdu notre maison, Camille. Tout. La pièce est devenue immobile. Bastien avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé le souffle. Solange a continué, amère maintenant, se déballant. Blackjack, paris sportif, prêt. Je l'ai supplié d'arrêter, mais ça n'a pas d'importance. Il a continué à courir après, comme si la prochaine main allait tout arranger. Elle a pointé le plafond. C'est pour ça qu'on est là. Pas parce que tu nous manquais, mais parce qu'on n'avait nulle part où aller. Bastien n'a pas nié. Il est juste resté là, à fixer le vide. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la sympathie, pas de la colère. Le contrôle. Tu veux qu'on signe ton précieux petit papier, a-t-elle lancé. Très bien. Elle a attrapé un stylo, a griffonné son nom en bas, puis l'a poussé vers Bastien. Il a hésité, mais il a signé. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Ils avaient signé. Je pensais avoir gagné une bataille, avoir posé des limites claires. Mais j'avais sous-estimé leur désespoir et leur méchanceté.
La signature de ce papier n'était pas la fin de leur manigance, c'était le début de leur véritable attaque. 3 jours sont passés, calmes, tendus. Ils gardaient leur distance, vous savez, restant pour la plupart assez polis, mais chaque mouvement semblait mis en scène. Solange a commencé à se maquiller davantage à la maison. Bastien sifflait en passant devant mon bureau comme s'il essayait trop fort d'avoir l'air détendu. Ils ont cuisiné un soir, un grand dîner. M'ont dit qu'ils essayaient d'arranger les choses. Je n'ai pas touché à la nourriture. Plus tard cette nuit-là, le tonnerre a grondé au large de la côte. Le vent hurlait à travers les fentes des vitres, faisant trembler le verre juste assez pour donner l'impression que tout l'endroit pourrait s'effondrer. Vers 2h40 du matin, je me suis réveillée au son de mon téléphone qui vibrait. Au début, j'ai pensé que c'était une alerte d'urgence, une alerte météo, peut-être, mais ce n'était pas ça. C'était pire. Des dizaines de notifications, d'appels manqués, de SMS, de mails. Puis les messages ont commencé à arriver plus vite que je ne pouvais les ouvrir. Qu'est-ce qui se passe, Camille? C'est vrai, ça? Cette vidéo de toi en train de crier sur une femme, c'est en tendance. Camille, ça va? J'ai cligné des yeux devant l'écran. Les mots n'avaient pas de sens. Puis j'ai vu la vidéo. Elle était saccadée, mal éclairée, manifestement prise à partir d'images de sécurité, mes propres images de sécurité. Ils avaient utilisé mes propres caméras. Dans le clip, j'étais debout dans la cuisine, les bras levés, non pas de colère, mais au milieu d'une explication, par l'enfermement, oui, mais sans crier. Dans le montage, cependant, on aurait dit que je hurlais. Ils avaient inséré l'audio d'une femme qui pleurait. Pas de vrais pleurs, en boucle, faux, creux, juste assez pour donner le ton. La voix ressemblait à celle de Solange. Ils avaient même flouté son visage comme si c'était un documentaire criminel à la télévision. La légende disait, une PDG milliardaire de la tech surprise en pleine dispute conjugale. À 3h15 du matin, la vidéo avait atteint 2 millions de vues. Mon corps est devenu froid. Je suis restée assise, immobile, pendant un long moment. Le téléphone à la main, l'esprit vide. Pas de rage, pas de panique, juste la lente prise de conscience. C'était ça, leur plan. Ils ne pouvaient pas entrer par la porte d'entrée, alors maintenant ils essayaient de brûler la maison. Puis mon avocat a appelé. Camille, c'est pire que ce que nous pensions. Ils ne se sont pas contentés de poster la vidéo. Ils ont envoyé un email anonyme à vos principaux investisseurs, ceux de Singapour inclus. Ils ont joint la vidéo et un texte affirmant que vous êtes mentalement instable, sujette à des crises de colère violentes, et que vous représentez un risque pour l'entreprise. Ils essaient de vous détruire professionnellement. J'étais dévastée. C'était une exécution publique, méticuleusement planifiée. Mon nom, ma réputation, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, tout était menacé. Ils ne voulaient pas seulement un endroit où dormir. Ils voulaient me prendre tout ce que j'avais, tout ce que j'étais devenue. Ils voulaient me ramener à leur niveau, me voir échouer, pour se sentir mieux dans leur propre misère. J'étais piégée. Ils avaient utilisé ma propre maison, ma propre technologie contre moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils avaient gagné. Mais ils avaient oublié un détail. Un tout petit détail qui allait faire s'effondrer tout leur plan. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de considérer, c'est que j'avais appris quelque chose après un cambriolage à mon bureau l'année dernière. La paranoïa peut être laide, mais elle peut aussi être intelligente. Mon système de sécurité n'était pas un simple gadget grand public. C'était un système professionnel. Il n'enregistrait pas seulement la vidéo sur un disque dur local. Il téléchargeait des flux vidéo et audio séparés et cryptés sur un serveur cloud sécurisé en temps réel. Une fois téléchargé, rien ne pouvait être modifié ou supprimé. Je me suis levée, j'ai traversé la maison dans le noir. La tempête à l'extérieur couvrait le bruit de mes pas. Bastien et Solange dormaient encore. Je n'ai pas regardé dans leur chambre. Au lieu de cela, je suis allée dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur, un disque dur noir, petit, sans marque. Je l'ai branché sur mon ordinateur de bureau. Les images étaient toutes là. Claires, non coupées, brutes. Chaque pièce, chaque mot, l'audio original. Pas de cris,
Pas de pleurs, juste une femme fatiguée qui fixait des limites dans sa propre maison. Puis je l'ai trouvée. Une semaine auparavant, la chambre d'amis. Solange faisant les 100 pas, Bastien affalé dans un coin. Sa voix était aiguë. Si on le coupe bien, personne ne s'en souciera. C'est faux. On a juste besoin qu'elle ait l'air en colère. C'est tout. Bastien a marmonné, elle nous poursuivra en justice, Solange. Sa réponse a été glaciale. Elle est trop tendre. Elle ne ripostera pas, et puis la phrase qui a tout scellé, de la bouche de mon propre frère, après une hésitation qui a duré une éternité, fais ce que tu as à faire. J'avais la preuve. La preuve irréfutable de leur complot, de leur préméditation. J'ai sauvegardé le clip, ajouté des horodatages, étiqueté chaque fichier. Puis j'ai appelé mon avocat. Il était 4h30 du matin. Il a répondu à la première sonnerie. J'ai tout, ai-je dit, ma voix calme, presque glaciale. L'original. Et mieux encore, je l'ai enregistré en train de planifier le tout. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un petit rire sec. Camille, a-t-il dit, ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie. À 5h du matin, les originaux avaient été transmis aux équipes juridiques, aux contacts médias et à mon publiciste. Le plan n'était plus de me défendre. Le plan était d'attaquer. Nous n'allions pas simplement réfuter leurs mensonges. Nous allions exposer leurs tentatives d'extorsion, leur diffamation, leur complot. Nous allions les anéantir avec la vérité. À 6h30 du matin, les gros titres ont commencé à changer. Une fausse accusation d'abus se retourne contre ses auteurs. Une PDG fournit des images de sécurité prouvant une tentative d'extorsion. Un complot familial pour détruire une entreprise technologique révélée par des enregistrements. Les commentaires ont afflué. Ils ont essayé de la ruiner. Elle a joué intelligemment. Toujours documenté. Toujours se protéger. Respect à ceux qui restent calmes et ne cèdent pas. À 9h du matin, Bastien et Solange n'étaient toujours pas sortis de leur chambre. Je n'ai pas frappé. Je me suis assise dans le salon à la place, un café à la main, en regardant les vagues marteler le rivage. La tempête médiatique s'est calmée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais la vraie question demeurait, qu'allaient-ils faire maintenant? Leur silence était plus parlant que n'importe quel cri. La maison était étrangement silencieuse. Le seul bruit était celui de la cafetière et des vagues qui s'écrasaient au loin. La tempête médiatique en ligne faisait rage, mais à l'intérieur de ces murs de verre, c'était le calme plat. Ils sont restés dans leur chambre toute la matinée. Je pouvais imaginer la scène, les téléphones qui vibrent sans arrêt, la panique qui s'installe, les accusations mutuelles chuchotées. Leur plan, si astucieux à leurs yeux, s'était désintégré en quelques heures. Ils n'avaient pas seulement échoué à me nuire, ils s'étaient publiquement humiliés. Vers midi, mon téléphone a vibré. C'était un SMS. Numéro inconnu, mais je savais de qui il s'agissait. Juste une ligne. On ne voulait pas que ça aille aussi loin. Je n'ai pas répondu. Il y a une différence entre faire une erreur et verser le sang intentionnellement. Et quand quelqu'un essaie de tout vous prendre, votre travail, votre réputation, votre dignité, il n'y a pas de retour en arrière possible avec des excuses à la table du petit déjeuner. Leur message n'était pas un remords. C'était de la peur. La peur des conséquences. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à lire leur peur. Juste un vide froid. La victoire avait un goût amer. J'avais gagné, oui. J'avais protégé tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais à quel prix? La dernière parcelle d'espoir, ce petit coin stupide de mon cœur qui pensait qu'un jour, peut-être, mon frère reviendrait, venait d'être réduite en cendres. Je me suis levée, j'ai marché dans le couloir, je suis passé à nouveau devant le cadre photo, toujours fissuré, toujours là, délibérément laissé. Comme une cicatrice qui n'a pas besoin d'être cachée, juste reconnue. Je l'ai laissé intacte. L'après-midi s'est écoulé dans ce silence pesant. Pas un bruit ne venait de leur chambre. N'ont-ils pas faim? N'ont-ils pas besoin d'aller aux toilettes? C'était comme s'ils avaient cessé d'exister. Je n'ai pas essayé de leur parler. Il n'y avait plus rien à dire. Chaque mot avait été dit, chaque ligne avait été franchie. Le soir est tombé,
peignant le ciel de teintes orange et violettes. J'ai regardé le coucher de soleil depuis ma terrasse, seule. La beauté de la scène contrastait violemment avec la laideur de la journée. J'ai pensé à la lettre de Solange, des années auparavant. Tu n'as simplement pas supporté les conséquences de ton propre égoïsme. Ironique. Aujourd'hui, c'était eux qui ne pouvaient pas supporter les conséquences de leurs propres actes. La nuit était tombée depuis longtemps quand j'ai enfin entendu un bruit. Un léger clic de la porte de leur chambre qui s'ouvrait. Puis des pas feutrés dans le couloir. Je n'ai pas bougé de mon fauteuil dans le salon, plongé dans la pénombre. Je me demandais ce qui allait se passer. Une confrontation finale? Des pleurs? Des menaces? Mais la seule chose que j'ai entendue, c'est le son de la porte d'entrée qui se fermait doucement. Et juste comme ça, leur silence était plus fort que n'importe quelle excuse. Après le départ de la poussière, ce n'est pas le bruit qui a rempli la maison. C'était quelque chose de bien plus lourd. Le calme. Pas le genre qui fait mal. Pas le silence de l'attente. C'était différent. C'était fini. Bastien et Solange n'ont pas dit au revoir. Pas de mots, pas d'appel téléphonique, juste partis. Je me suis réveillée un matin, j'ai fait du café comme d'habitude, et j'ai remarqué que leur porte était ouverte. Le lit était défait. Quelques tiroirs laissés à moitié sortis. La friteuse à air était toujours là, mais tout le reste avait disparu. Ils avaient même laissé derrière eux un flacon à moitié utilisé du parfum de Solange sur le comptoir. Cette odeur douce et artificielle a persisté un peu trop longtemps. À midi, les blogs à potins étaient déjà passés à autre chose. Leurs comptes sur les réseaux sociaux sont devenus silencieux. Le profil de Bastien a complètement disparu. Solange a posté quelque chose de dramatique 2 jours plus tard. Une photo d'un ciel orageux avec la légende « La famille, c'est compliqué, mais l'amour demeure ». Je n'ai pas réagi, pas reposté, pas envoyé de SMS. Il n'y avait plus rien à sauver. Je suis allée me promener cet après-midi-là. En bas de la colline, au-delà des boîtes aux lettres, juste pour sentir la brise. Quand je suis revenue, la maison avait l'air différente. Non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que quelque chose en moi avait changé. J'ai parcouru le couloir lentement, le bout de mes doigts effleurant le mur. La maison était encore trop grande pour une seule femme, mais elle ne semblait plus vide. Juste paisible. Dans le hall d'entrée, ce même cadre photo fissuré était toujours accroché là où il avait toujours été. Je me suis arrêtée devant. Le verre était toujours fendu, une cicatrice en diagonale juste en travers du visage de mon moi plus jeune. La fissure captait la lumière juste assez pour briller. J'aurais pu le réparer il y a des mois, mais je ne l'ai pas fait. Et je ne le ferai toujours pas. Il reste. C'est un rappel que même les choses brisées peuvent encore tenir debout, qu'elles peuvent même avoir leur propre sorte de beauté. C'est un rappel que les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves qu'on a survécu. Cette nuit-là, j'ai ouvert une enveloppe qui était posée sur mon bureau depuis des semaines. Je l'avais évitée, la repoussant sans cesse. C'était la confirmation que la subvention que j'avais soumise au nom de ma mère avait été approuvée. 100 000 € pour un programme local d'alphabétisation destiné aux mères célibataires qui tentent d'obtenir leur diplôme. Elle aurait aimé ça. Elle disait toujours, ne fais pas que faire de l'argent, fais grandir quelque chose qui fait grandir les gens. Je suis restée avec cette pensée pendant un moment, j'ai lu la lettre 2 fois, les replier soigneusement et les placer à côté de la photo. Ils étaient sortis de ma vie, mais la reconstruction ne faisait que commencer. Comment passe-t-on à autre chose après une telle trahison? La réponse ne se trouvait pas dans la vengeance, mais dans autre chose de bien plus puissant. Laissez-moi vous raconter la dernière partie de cette histoire. Plus tard cette semaine-là, j'ai organisé un dîner. Juste une petite chose, rien de chic. 6 personnes autour de ma table à manger, se passant des légumes rôtis, versant du vin, riant trop fort. Il y avait Léo, mon mentor, qui me regardait avec une fierté paternelle. Il y avait Marc, le stagiaire que j'avais autrefois encadré et qui dirige maintenant sa propre association à but non lucratif. Il a raconté une histoire au milieu du repas, quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Vous vous souvenez de cette fois où j'allais démissionner? Juste après le décès de mon père, a-t-il dit en posant sa fourchette.
Je suis entré dans votre bureau en pensant que j'allais être viré. Au lieu de ça, vous m'avez donné 2 semaines payées et m'avez dit d'aller me remettre d'aplomb. Je l'ai regardé. Il a souri. Ça m'a sauvé, Camille. Sérieusement. La table est devenue silencieuse une seconde. Puis quelqu'un a changé de sujet, quelque chose sur la politique ou un remake de film, mais je n'étais plus dans la pièce. J'étais quelque part de plus profond. Parce qu'à ce moment-là, ça m'a frappé. C'était ça, la famille que j'avais choisie. Pas liée par le sang, mais par la présence, par la loyauté, par le fait d'être là. C'était suffisant. Après le dîner, les gens sont restés, ont rempli leurs verres, se sont disputés sur de la vieille musique, ont échangé leurs chaises. Quand ils sont finalement partis au compte-gouttes vers minuit, je les ai accompagnés à la porte un par un. J'ai nettoyé lentement. Sans me presser. Puis je me suis versé un dernier verre de vin, j'ai éteint les lumières de la cuisine et je me suis tenu devant la grande baie vitrée. Dehors, l'océan était agité, mais pas en colère. La marée se brisait à un rythme doux et régulier, presque comme une respiration. Je suis resté là un moment. La maison derrière moi ne ressemblait plus à une forteresse. Elle ressemblait à un endroit que j'avais mérité. Brique par brique, cicatrice par cicatrice. J'ai siroté le vin et j'ai chuchoté. Pas à quelqu'un, juste à l'air devant moi. Ils pensaient pouvoir me briser, mais ils n'ont fait que m'aider à construire des murs qu'ils ne franchiront plus jamais. J'ai jeté un dernier regard vers le couloir où la photo était accrochée, de travers, le verre fissuré, le souvenir non édité. Puis je m'en suis détourné et je suis retourné dans le calme. Certaines fins n'ont pas besoin de bruit, juste le son d'une porte qui se ferme enfin et qui reste fermée. Cette histoire a été la mienne, mais je sais que je ne suis pas la seule. Si vous aussi, vous avez dû faire face à une trahison familiale pour vous reconstruire, si vous avez dû choisir votre propre famille, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire compte et peut aider d'autres personnes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits de vie. Prenez soin de vous.